Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. C'est parti pour le Grand Finale. On va parler de la vision globale et de l'orchestration des différents modèles économiques et business models, des grands projets qui structurent le top 10, top 15, on va dire. Liste volontairement, et je l'ai dit, non exhaustive, donc je m'en cache pas. Il y a d'autres projets qui ne sont pas couverts ici, qui apportent des solutions éventuellement technologiques, mais vous verrez que de toute façon, le but ici n'est pas nécessairement, et n'a jamais été dès le début, de rentrer en profondeur réellement sur la solution technologique de chaque truc, mais juste de vous faire comprendre que dans l'ensemble, la plupart des réponses qui ont été apportées sont plurales, mais que de toute façon, il y a déjà une structure qui a émergé, et c'est dès le début de cette série, cette structure, que je veux essayer de vous faire comprendre. Principalement, la thématique qu'on va développer ici, c'est comment le problématique lié à la scalabilité, principalement autour de l'Ethereum et de son succès, victime de son propre succès, on va voir, le principal problème se situe au niveau donc de la demande en smart contract, via différentes solutions, on l'a vu, que ce soit la DeFi ou le NFT, ou probablement encore d'autres milieux applicatifs qui vont probablement apparaître dans les mois et années à venir, puisque nous sommes dans un système en pleine disruption et qu'il y a bien des choses à dire là-dessus. Bref, dans l'application économique de ces consensus, donc les blockchains sont l'application du modèle économique de la révolution des signatures numériques, et je pourrais faire une série de vidéos entières liées à la vraie révolution de ces signatures numériques et toutes les choses qu'elles vont changer en dehors de l'application économique. Mais ici, on est sur une chaîne de trading, donc on parle des applications économiques. Elles s'orchestrent autour de réseaux, de blockchain, qui sont donc les applications économiques des signatures numériques et des modèles de consensus appliqués à tout ça. Donc, voilà, on s'est retrouvé avec différents candidats, principalement orchestrés d'un leader Ethereum, qui était donc le First Mover Advantage, qui avait introduit cette notion de smart contract, et très vite, donc confronté à ce fameux trilemme de la blockchain, à savoir, pour pouvoir absorber une scalabilité extrêmement grandissante due au simple succès de cette technologie, eh bien, il fallait sacrifier soit de la sécurité, soit de la décentralisation. Un choix qui a été immédiatement mis en place par la gouvernance Ethereum, et assumé par l'intégralité de la chaîne là-bas, et principalement relayé par M. Buterin lui-même. Chez Ethereum, on ne touchera jamais la sécurité. C'est hors de question, et la décentralisation n'est pas une question à négocier également, donc nous devons trouver des solutions alternatives aux soucis de scalabilité, puisque nous ne pouvons pas apporter de réponse simple à des solutions infiniment complexes. Vitalik lui-même l'avait dit, ce trilemme des blockchains est probablement une problématique temporaire à laquelle nous allons probablement trouver des solutions. L'intelligence de Vitalik, c'était pas de dire nous, Ethereum, on va trouver, mais l'écosystème crypto en général trouvera des solutions à ces problèmes. Mais il l'avait dit d'ores et déjà, et j'adore l'intelligence infinie de cette personne, de dire que les solutions trouvées créeraient probablement d'autres problèmes. Autrement dit, notre trilemme des blockchains sera probablement résolu, mais le problème se déplacera ailleurs. Et c'est exactement ce qu'on a vu. Donc, on va décrypter un peu tout ça, ok ? Quels sont les nouveaux trade-offs qui ont été mis en place pour résoudre le problème de scalabilité des blockchains, qui était donc initialement vécu sous cette forme de trilemme. Donc le trilemme des blockchains est bien tombé au courant de ce cycle, mais contrairement à ce que les gens pensaient, eh bien effectivement, ça a créé d'autres problèmes. On va voir donc quels sont ces problèmes. Bref, d'abord, on commence par un état de fait de ce réseau. Donc, pourquoi ces principales thématiques de scalabilité se sont construites et quelles ont été les solutions techniques qui ont été apportées par les principaux candidats que j'ai étudiés. Et comme on l'a dit, liste non exhaustive, il y a d'autres solutions technologiques tout aussi intelligentes, mais vous verrez qu'elles se structurent de toute façon toutes autour des mêmes structures, enfin autour des mêmes choses. Bref, donc le but, c'était de scalabiliser le réseau globalement, historiquement orchestré principalement autour d'Ethereum, et aujourd'hui on a donc plein de nouveaux acteurs, et cette scalabilité a été résolue principalement via deux solutions, les alternatives Layer 2, qui se sont donc greffées à la solution centrale Ethereum pour bénéficier principalement de sa sécurité, mais il fallait donc dans ce cas-là, pour obtenir la scalabilité sans compromettre la sécurité, il fallait compromettre la centralisation. Okay, donc le problème, c'est qu'il fallait donc trouver une alternative intelligente pour maintenir une forme de décentralisation des solutions de scalabilité Ethereum. Une solution évidemment très intelligente s'est trouvée, et je la trouve très intelligente puisque donc, on l'a vu, la solution proposée par la roadmap Ethereum 2.0, qui était donc de
promettent une forme de scalabilité horizontale via l'application des shard chains est très sévèrement repoussée dans le futur, même si elle est pour l'instant supposément maintenue, on verra, hein, mais bref, l'intelligence d'Ethereum, c'est de dire, de toute façon, nous, on ne peut pas compromettre la sécurité, on ne le fera jamais, et pour l'instant, la décentralisation, on va déjà essayer de passer Proof of Stake correctement, donc on va essayer de vous laisser, vous, le reste de l'écosystème, trouver des solutions. Alors évidemment, ils ont travaillé de façon plus ou moins coopérative avec les différentes solutions qui ont émergé. Et ce que je trouve intelligent, c'est qu'il n'y a pas eu une solution. Parce que si on avait apporté une solution à ce problème, on aurait obligatoirement sacrifié la centralisation. Il faut bien le comprendre. La sécurité étant maintenue par Ethereum, si on veut augmenter la scalabilité de l'Ethereum via une solution unique, qu'est-ce qu'on va avoir? De la centralisation. Donc c'est bien de comprendre qu'il nous fallait un ensemble de solutions, et c'est exactement ce qui est sorti de ce cycle. Les Layer 2 sont des solutions alternatives, soit directement intégrées à Ethereum via des solutions type smart contract, comme on a via les Optimistic Rollups et les ZK Rollups, c'est-à-dire qu'on continue d'utiliser le modèle économique d'Ethereum, qui est un modèle sécuritaire et décentralisé, mais on va donc devoir déployer des solutions de scalabilité qui restent décentralisées par leurs différentes options, leurs différentes technologies. Alors évidemment, là ici, je ne rentrerai pas dans le détail de ce qu'on a, mais on va principalement mettre deux grandes chaînes, c'est-à-dire que pour pallier à ça, on a des systèmes qu'on appelle les plasma chains, qui sont ni plus ni moins que des systèmes qui ont leur propre gouvernance. Donc là, on va sacrifier la gouvernance Ethereum. On verra, hein. Ça a des avantages et des inconvénients, mais tout de suite, on commence à introduire un quatrième pilier dans notre équation. Tiens donc, la gouvernance, quelque chose dont on n'avait pas parlé avant. On avait parlé de sécurité, de scalabilité et de décentralisation. Là, on vient de voir qu'on peut maintenir un niveau de décentralisation, mais il va falloir externaliser une partie de la gouvernance. Ah, merde alors. Est-ce que notre trilemme n'est pas en train de se transformer en quatuor? Eh bien si, on verra que la décentralisation... Un des principaux trade-offs qui est fait, c'est d'externaliser une partie de la gouvernance, on le verra après. Bref, donc les plasma chains, qui sont donc des blockchains à part entière, avec leur propre modèle économique, qui donc ne dépend plus d'Ethereum, mais qui interopérabilisent avec Ethereum sa sécurité. Donc, pour maintenir la sécurité, on a une interopérabilité entre la plasma chain et Ethereum. Bon, je ne rentrerai pas dans tout le détail, mais par contre, ce qu'on externalise, c'est la gouvernance qui ne dépend donc plus d'Ethereum. Les transactions réalisées via les plasma chains utilisent leur propre token, mais louent, entre guillemets, ou récupèrent une partie de la sécurité Ethereum via un système qui ressemble principalement à ce qu'on voit sur les ZK Rollup. Donc, sans rentrer dans ce qu'est un Zero Knowledge Proof ou un Optimistic Rollup, il y a une légère différence entre les deux. Enfin, il y a d'énormément de différences entre les deux. Donc, c'est bien de comprendre que, là encore, il y a certains trade-offs qui sont réalisés. Soit, effectivement, donc, des trade-offs qui sont basés sur la réelle capacité de scalabilité, soit il y a un trade-off qui est fait au niveau de la sécurité. Donc, bien de comprendre que entre Plasma Chain, ZK Rollup et Optimistic Rollup, sans rentrer dans le détail, je vous mettrai éventuellement en lien une vidéo qui l'explique très en détail, mais malheureusement, elle est en anglais et j'ai pas trouvé d'équivalent français aussi bien fait, donc encore une fois, parler anglais aujourd'hui, ça me semble quand même essentiel. Et cette vidéo est absolument géniale. Je vous inviterai à la regarder. Donc voilà, les solutions donc, de scalabilité d'Ethereum avec leurs différents trade-offs, soit sur la sécurité, soit sur la vitesse de transaction. Maintenant, de toute façon, donc un écosystème qui sera donc à la fois composé de shard chain, de plasma chain, de ZK Rollup et d'Optimistic Rollup, maintenant donc une décentralisation de ces solutions de scalabilité, certaines donc mettant en place le trade-off qu'on a vu via la gouvernance, qui devient donc le quatrième pilier de réflexion dont on n'avait pas discuté. Encore une fois, pas mal des solutions de ce fameux trilemme de la blockchain vont externaliser la gouvernance, on va le voir après. Bref, on continue donc la deuxième solution entre ces layers 2, donc ceux qui sont existants aujourd'hui et ceux qui sont prévus pour le futur, mais alors clairement pas pour demain, les alternatives à la scalabilité via des solutions externes, principalement, donc on va dire ici Solana, Avalanche, même si Polkadot pour moi ne se bat pas du tout sur le même terrain, mais plutôt sur celui de l'interopérabilité. On reste ici donc sur des chaînes alternatives à Ethereum. Donc Polkadot pour moi n'est pas vraiment là pour résoudre le problème de scalabilité, hein, mais plutôt pour résoudre le problème d'interopérabilité, on en parlera après. Bref, donc il y en a deux que j'ai notés, et je vous l'ai dit, c'est liste non exhaustive, Solana et Avalanche, qui principalement donc ont constitué différentes ruptures technologiques pour résoudre le problème de la sécurité, scalabilité et décentralisation. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que la plupart de ces layers 1 alternatifs ont pratiquement tous mis en place
une des choses pour permettre donc d'obtenir la scalabilité, ils ont tous mis en place une forme de subsampling de leur set de validateurs. C'est-à-dire que pour pouvoir augmenter la capacité des transactions sans compromettre la décentralisation, une des premières innovations qu'ils ont mis en place, effectivement, donc de faire ce subsampling. Comme on l'a vu, chez Solana, on appelle ça le neighborhood propagation, c'est-à-dire que les blocs ne sont pas validés par l'ensemble des validateurs, mais par une propagation locale. Chez Avalanche, on l'a vu, c'est le Snowman Consensus qui fait donc ni plus ni moins que ce subsampling. On a une forme de randomisation qui est mise en place pour la distribution des blocs, mais on ne communique clairement pas avec tout le set de validateurs. Du coup, on a plus de 1000 validateurs, qui permet donc de maintenir un niveau apparent de décentralisation, mais bien évidemment, d'augmenter rapidement la capacité de transaction sur ce réseau. Du fait qu'on communique avec moins de validateurs, on arrive à outrepasser donc le trilemme des blockchains. On va le voir, les deux de toute façon, se sont faits avec des trade-offs. Chez Solana, le principal trade-off a été fait au niveau de la sécurité. C'est d'ailleurs la raison qui a valu l'interruption plusieurs fois de cette blockchain au courant de l'année passée, et à mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter. Mais ça veut aussi dire que Solana a des problèmes aujourd'hui identifiés et clairement identifiés, et donc des problèmes à résoudre. Est-ce que je pense que Solana arrivera à résoudre ces problèmes? On l'a vu dans l'émission, je pense que oui. Mais c'est surtout que Solana m'intéresse particulièrement par rapport aux différentes solutions technologiques qui ont été apportées, parce qu'elle propose quelque chose qui est absolument propriétaire. C'est ce proof of history qui est pour moi une vraie rupture technologique de ce cycle, puisque c'est une propriété de Solana qui n'est absolument pas répliquée sur aucune des blockchains, qui permet d'obtenir une forme d'antériorité des transactions via un timestamp à l'intérieur de blocs produits là encore très rapidement. Mais la rapidité de la blockchain Solana a vu énormément de trade-off au niveau de la décentralisation, puisque donc la taille de la blockchain force à des solutions alternatives. Sinon, on va centraliser le travail informatique dû à la capacité de fou furieux de traitement des informations qu'il faut pour tenir cette blockchain. Bref, il faut des gros ordis et il faut des gros disques durs. Donc, ça allait poser des problèmes de décentralisation. Donc, Solana, victime de son propre succès, a donc vu une scalabilité folle furieuse, mais a des problèmes de sécurité et de décentralisation auxquels elle tente de pallier. Bref, Solana n'a pas cassé le trilemme des blockchains, elle s'est rapidement confrontée à des problèmes de sécurité et de décentralisation. Il y a un autre projet qu'on a couvert, qui est Avalanche, que j'ai pris énormément de mal à démystifier parce qu'il y a énormément de conneries qui circulent autour de ce truc. Mais il y a des très belles choses qui ont été produites par Avalanche, notamment sur le fait qu'Avalanche a, sur le papier, réussi pour l'instant donc à obtenir une forme de scalabilité qui est sans commune mesure avec Solana. Hein. Je vous rappelle qu'ici, on a je ne sais pas combien de milliers de transactions par seconde réellement sur la blockchain, alors que chez Avalanche, ce n'est pas du tout le même truc, le même type d'utilisation. Hein. Pour l'instant, ce réseau est très peu utilisé, donc on verra encore une fois si la scalabilité affichée se transforme en forme de réalité sans réellement sacrifier sécurité et décentralisation. Bref, c'est beau sur le papier Avalanche, mais on n'a pas encore vu ni stress-tester le réseau. Maintenant, pour ce qui m'intéresse, c'est que sur le papier, effectivement, ça semble fonctionner plutôt bien, Avalanche. Les promesses sont intéressantes et la technologie apportée semble effectivement être capable de supporter une scalabilité supérieure aux solutions Ethereum. Par contre, la question qu'il faut me poser, c'est donc, si on a résolu le trilemme des blockchains, Avalanche, c'est fantastique. Non, comme je l'ai dit, il y a toujours un problème. Le principal problème qu'on a levé très vite dans cette émission sur Avalanche, et je sais que ça n'a pas plu du tout à la Vax Army, mais c'est une putain de réalité, il y a un énorme problème sur Avalanche. C'est un problème de gouvernance. On l'a vu, ce trilemme des blockchains est une fausse problématique. C'était la problématique de 2001. Principalement, le problème de trilemme a été résolu par différentes solutions. D'accord ? Donc, soit effectivement, les trade-offs ont été faits comme l'avait prévu Vitalik, sur des schémas de sécurité et de décentralisation, mais ces problématiques peuvent trouver des solutions externes. Solana a donc trouvé un problème de sa décentralisation en utilisant par exemple Arweave, ce qui veut donc dire des solutions externes. Donc, pour résoudre les problèmes de décentralisation, on a sacrifié encore une fois une externalisation de la gouvernance. Ce qui veut donc dire que la sécurité de Solana est en partie assurée par l'externalité de sa gouvernance via Arweave, puisqu'Arweave est un jeton propriétaire qui possède lui-même son propre set de validateurs, sa propre gouvernance, etc. Donc, il faut comprendre que Solana a été obligé de faire des trade-offs. Pour ne pas sacrifier sa décentralisation, il a dû externaliser une partie de la gouvernance liée à la taille de sa blockchain. Les mêmes problèmes se poseront en termes de sécurité sur Solana. Ok ? Bien de comprendre donc que c'est toujours une externalisation de cette trilemme qui est aujourd'hui devenue sur 4 piliers et principalement un problème de gouvernance. Avalanche a l'air parfait sur les 3
Et encore une fois, ça n'a pas été battle-testé pour l'instant, mais je pense qu'il y a toute légitimité vu la capacité technique des gens qui ont construit ce truc-là. Je leur fais franchement confiance. Je pense qu'ils ont des très bonnes solutions techniques à ce souci de scalabilité. Faudra-t-il encore le prouver en battle-testant? Mais l'épreuve du temps devrait plutôt favoriser la tenue des promesses d'Avalanche. Maintenant, il va falloir délivrer dans tout ce qui a été dit. Mais c'est surtout, voilà, principalement, l'énorme problème de la gouvernance immédiatement visible si on gratte la surface de token supply d'Avalanche. Donc, voilà, c'est beau sur le papier, mais fuck, ça va pas du tout sur la centralisation de la gouvernance d'Avalanche. Tout est vertical et c'est flippant. Mais voilà, sinon, mis à part ça, on a là encore des ruptures technologiques assez intéressantes qui ont permis, sans trop de compromis pour l'instant au niveau sécurité et centralisation, d'obtenir quelque chose de pas mal chez Avalanche. Maintenant, il faudra voir la scalabilité horizontale des différents subnets et comment ça va être géré. Là aussi, beaucoup de promesses. Et il y a même une promesse d'interopérabilité à ce niveau-là. Mais moi, je crois que ce que je vois, pour l'instant, je vois des promesses. Je veux voir comment ça s'orchestre l'interopérabilité des subnets, puisque c'est la deuxième des thématiques dont on va devoir parler maintenant. La principale thématique était donc la scalabilité, qui était décomposée en deux grands sous-domaines, comme on l'a dit. La scalabilité au niveau de la capacité de transaction, due à la répartition de la charge, donc via du subsampling ou via différentes solutions, comme on l'a vu au niveau Ethereum, et derrière donc la taille de production, enfin la vitesse de production des blocs, qui est donc la principale innovation des différents Layer 1, et Ethereum, lui, va continuer de faire comme il le fait, c'est-à-dire en transitionnant Ethereum 2.0 et ce passage Proof of Stake, qui va donc produire des blocs plus rapides à la finalité immédiate également. Mais évidemment, chacun son business model. Chez Avalanche, on est à 1-2 secondes de finalité, à condition que tout aille bien. C'est le jour où il va y avoir des problèmes chez Avalanche que ça va prendre plus de temps, puisque donc, si vous comprenez comment fonctionne le modèle Avalanche, c'est 1 à 2 secondes quand tout se passe bien. Évidemment, s'il y a tentative de corruption du réseau, il va falloir faire plusieurs passes et ça prendra plus longtemps. Mais on est sur quelque chose qui est supposé fonctionner en 1 à 2 secondes de finalité instantanée. Chez Solana, on est à 400 millisecondes. Évidemment, comme on l'a vu, il faut sécuriser et il ne faut pas décentraliser. Enfin, donc, il y a des trade-offs à faire et on en voit les conclusions immédiates. Mais innovation au niveau de ce processus Proof of History, qui lui permettra, à mon avis, d'évoluer dans sa propre niche. À terme, on l'a vu au sein de l'émission Solana, qui vise, à mon avis, à terme, de toute façon, de remplacer la bourse dans son état actuel. Et la solution, donc, Polkadot, qui initialise, à mon avis, ce qui est le 5e pilier d'externalité de nos problèmes de 2021, qui étaient donc les problèmes du trilemme, qui se transposent aujourd'hui sur un problème à 4 pieds, et je pense qu'il y a un pied essentiel, qui est le pied de l'interopérabilité, qui va très probablement, je l'anticipe, devenir la thématique centrale de l'année prochaine. Et donc, quelles sont les solutions d'interopérabilité apportées à ces différents réseaux? Alors Solana n'a pas encore apporté ces solutions d'interopérabilité, puisque donc ce sont des solutions externes, donc qui sacrifient encore une fois la gouvernance, qui ont été apportées via des différentes solutions de type bridge, et d'ailleurs ça n'a pas tardé, très rapidement, hop, hack de ce bridge, 200 millions ont été piqués sur le, je ne sais plus comment ils appelaient ça, wormhole, donc qui s'est fait péter la gueule. Donc Solana, la solution d'interopérabilité, ça a été donc des bridges. Et pour l'instant, ça commence mal. Mais, encore une fois, moi, je préfère qu'on identifie des problèmes et qu'on les résolve, plutôt qu'on les voit pas du tout et qu'ils arrivent plus tard tous en même temps. Donc, Solana connaît beaucoup de déboires, mais pour l'instant, ils arrivent à résoudre ces problèmes, ce que je trouve plutôt positif. Mais, encore une fois, il faut quand même pas ignorer les problèmes. Ok. Donc l'interopérabilité, notre 5e pilier de compréhension, bien au-delà donc de la compréhension bien fermée du trilemme des blockchains. Ce problème a donc été résolu aujourd'hui par différentes solutions, mais le problème s'est écarté donc via ces systèmes d'interopérabilité et via ces nouvelles notions d'interopérabilité et de gouvernance. Okay, donc on l'a vu et on va l'étudier derrière. Quelles sont les différentes solutions et les trade-offs qui sont faits? Donc on l'a dit, Solana, c'est principalement sécurité, scalabilité et décentralisation. On sacrifie sécurité et décentralisation via différents modèles qui sont soit des externalisations de la gouvernance, via donc des systèmes de bridge d'interopérabilité qui ne sont donc pas gérés par le token Solana ni sécurisés par ce token-là, mais par d'autres tokens, des bridges, qui ont leur propre modèle économique, etc. Donc la gouvernance est externalisée pour obtenir l'interopérabilité de Solana.
Du moins, tant que Solana ne trouve pas de solution pour ses propres bridges, mais ça n'a pas l'air apparemment d'être aussi au niveau de la roadmap. Niveau sécurité, Solana a énormément de problèmes inhérents évidemment à la rapidité de sa scalabilité. Il a fallu faire des compromis, et ces compromis ont principalement été faits sur la sécurité, donc il va falloir, au courant de l'année 2022, résoudre ces problèmes. Et voilà. Chez Avalanche, comme on l'a dit, c'est plutôt pas mal sur l'équilibre sécurité, scalabilité, décentralisation, mais oh putain, la gouvernance, ça sent mauvais parce qu'on est hyper centralisé. Bref, c'est eux qui décident tout et c'est quand même flippant de mettre son argent si vous ne pouvez pas le contrôler. Donc Polkadot, on est ici sur un modèle économique assez facile à voir, c'est pour ça que je n'ai pas fait d'émission sur Polkadot. On table sur l'innovation de l'interopérabilité. Polkadot est une des premières solutions d'interopérabilité fonctionnelle. On est arrivé très rapidement une deuxième extrêmement disruptive au niveau de l'écosystème Cosmos qu'on a couvert puisqu'il est très complexe à comprendre. Mais donc bien de comprendre que cette cinquième thématique centrale des problèmes des blockchains en 2021 et surtout de ceux qui arrivent en 2022, l'interopérabilité va probablement être centrale. On a la solution Cosmos, à mon avis, comme je vous l'ai dit, la plus intelligente, mais on va voir que pour obtenir cette interopérabilité parfaite, tout en maintenant un niveau de décentralisation chez Cosmos, je pense qu'un des principaux problèmes auxquels va être confronté Cosmos en 2022, ça va être la scalabilité, puisque donc l'enjeu de la sécurité, ça va être probablement un enjeu qui va être partagé par Atom et différentes blockchains qui vont probablement interopérabiliser avec la sécurité Ethereum. Je pense clairement que donc l'enjeu de sécurité qui a été affiché comme étant, tout comme Ethereum affiche la volonté de maintenir à tout jamais sa sécurité, Atom semble aujourd'hui recentrer tout son business model sur la sécurité également, et je pense que c'est un pari qui sera réussi. Mais bien entendu, donc à défaut de poser problème sur la sécurité, je pense que le problème qui va toucher l'écosystème Cosmos sera la scalabilité. Je pense encore une fois que tout comme Ethereum a été victime de son propre succès, j'ai peu de doute en disant que l'écosystème Cosmos s'impose d'ores et déjà comme la solution d'interopérabilité générale. Par contre, le principal problème, ça va être au niveau de sa scalabilité. Je pense que la demande dans l'écosystème Cosmos va être tellement grande que ça va poser pas mal de soucis. Les mêmes soucis qui ont posé les problèmes de scalabilité d'Ethereum. Donc je suis très curieux de voir quelles vont être les solutions de scalabilité apportées au sein de l'écosystème Cosmos. Très intéressant à mon avis comme débat au sein de cet écosystème très vibrant. La solution d'interopérabilité chez Polkadot, quel est le trade-off ? Évidemment, donc on l'a compris, on a une bonne interopérabilité au sein de l'écosystème de Polkadot. Il va donc falloir, pour communiquer avec le reste du monde, que soient mis en place des bridges, donc externalité de la gouvernance pour ces bridges. Mais je pense que Polkadot va travailler à l'intérieur sur ces bridges, ce qui fait donc que cette trade-off n'existera pas. Donc quel est le principal problème de Polkadot ? Pour moi, il est clair, la scalabilité de Polkadot n'est pas parfaite puisqu'on est limité en termes de pirate chain, mais je pense qu'ils travailleront à ce niveau-là. Donc je pense que tout comme Avalanche essaye d'équilibrer le trilemme des blockchains, à mon avis, Polkadot essaye de le faire, mais le principal problème de Polkadot, c'est à mon avis le lien qu'il y a entre décentralisation et interopérabilité. Pour obtenir une vraie interopérabilité, le principal problème, c'est qu'on reste centralisé sur le modèle économique de Polkadot. Autrement dit, vous pouvez faire ce que vous voulez les cocos, vous pouvez communiquer entre vous, circuler, transférer des trucs pas chers, mais par contre, le business model est centré sur le jeton économique DOT. Le problème donc de la centralisation et de la gouvernance centralisée du modèle économique Polkadot. C'est-à-dire que tout ce qui se passe à l'intérieur de Polkadot est lié de près ou de loin aux décisions faites par le modèle économique du jeton DOT et sa gouvernance propre. Bref, la centralisation de la gouvernance dans l'interopérabilité Polkadot, c'est à mon avis un gros problème. Il y a ce même souci chez Avalanche s'ils tentent de mettre en place leur subnet, puisque là encore, on est sur... Vous pourrez faire à peu près ce que vous voulez sur les subnets, mais il faudra valider la blockchain parent, c'est-à-dire il faudra avoir 2000 jetons AVAX au minimum et valider sur la blockchain principale pour avoir le droit de faire un subnet. Et encore une fois, gros problème lié à la gouvernance purement centralisée du jeton AVAX qui peut changer les règles à tout moment et dire « Ah pour les subnets, c'est plus 2000, c'est 20 000 » ou des trucs comme ça. Donc il faut faire très attention à la liberté affichée des subnets. À mon avis, le grand problème d'Avalanche, s'il est résolu, je serais vraiment très positif sur ce projet, c'est la centralisation furieuse de son modèle de gouvernance qui jette une ombre sur tout ce qui sera développé dans cet écosystème, malgré la passion que j'ai pour l'intelligence qui pourrait sortir de ces subnets, et on en a parlé dans la vidéo sur Avalanche.
Donc bref, dans la thématique interopérabilité, aujourd'hui on en a 2 qui se battent, 2 modèles économiques, peut-être 3 demain, mais j'attends de voir les subnets d'Avalanche fonctionnels et interopérables pour pouvoir réellement en parler. Je pense que ce sera le cas en 2022. Bah pour le moment, je pense qu'au niveau interopérabilité, voilà, il y a un protocole qui s'impose beaucoup plus que les autres. Je vous l'ai dit, je pense que son principal problème, ce sera sa scalabilité pour essayer de maintenir une décentralisation et une sécurité. La décentralisation de l'écosystème Cosmos, elle est inscrite dans le marbre par le fait que tout problème pourra être résolu par une multiplicité, donc une réplicabilité des state machines en question. C'est-à-dire que les principaux problèmes de scalabilité pourront être résolus, à mon avis, par des solutions donc, de réplication. C'est-à-dire toute blockchain qui subira trop de demandes, comme elle sera limitée par sa capacité en TPS, d'accord, on ne pourra pas augmenter la scalabilité d'une blockchain sans sacrifier sa sécurité ou sa décentralisation. Donc, une blockchain va devoir utiliser probablement des solutions de scalabilité alternatives, probablement liées par la Replicate State Machine, qui est déjà inscrite dans l'écosystème Cosmos. Donc, très probablement que la blockchain va pouvoir se répliquer pour pouvoir absorber différents types de demandes. La question est, quels vont donc être les trade-offs qui vont être faits pour mettre en place ce type de système de réplication en fonction de la demande. Donc la scalabilité de Cosmos, je pense que c'est un gros point de 2022 qu'on n'avait pas levé dans l'émission déjà où j'ai essayé de vous faire comprendre la complexité de cet écosystème. D'accord? Donc bien de comprendre qu'à mon avis, voilà tout ce que vous devez savoir sur ces écosystèmes. Quel est l'état actuel des choses? Quelle est la principale des batailles de rivalité qui va se mettre en place l'année prochaine? Puisque maintenant qu'on a l'état de ce réseau, qu'on comprend à peu près qui à quel rôle, etc. Ben maintenant, la question, ça va être de comprendre qu'on a connu la phase d'expansion, de bouillonnement et de création technologique. Maintenant qu'on a les technologies, elles vont entrer en compétition. La conclusion que je vous apporte dans ce truc-là, c'est que tout comme ces innovations technologiques qui ont permis de résoudre le problème inhérent de cette scalabilité via le prisme de lecture inhérent de la du trilemme des blockchains, qui aujourd'hui s'est déplacé sous un problème sous 5 piliers, l'interopérabilité et le modèle de gouvernance, qui sont donc les 2 piliers supplémentaires vers lesquels on a externalisé la plupart des problèmes de ce trilemme, sauf pour Solana, qui est donc toujours sous ce prisme de sécurité et de décentralisation. Mais donc comprendre que ce problème tripartiste historique est aujourd'hui un problème à 5 piliers, et qu'il faut donc le voir dans son ensemble. Ok ? Eh bien, maintenant qu'on a des solutions technologiques, il est essentiel de comprendre que cet écosystème va donc voir probablement venir de nouvelles demandes, un nouveau cycle d'adoption, donc un nouveau cycle de demande qui va mettre à nouveau sous pression la scalabilité et va donc mettre face à différentes solutions qui ont été mises en place les réalités physiques. C'est là qu'on va voir effectivement les soucis de gouvernance et à mon avis, les soucis d'interopérabilité dus aux différentes solutions. Maintenant qu'elles sont toutes là, elles vont devoir interopérer. Et on va voir au grand jour les différents problèmes de gouvernance alloués à ces dernières. Bref, le trilemme des blockchains, c'était le problème de 2021. D'autres problèmes arrivent. Le trilemme des blockchains a peut-être été résolu partiellement, mais en fait, on n'a fait qu'externaliser les problématiques. Donc, une nouvelle compétition va se mettre en place sous ce nouveau prisme de lecture. Penser interopérabilité et penser gouvernance en 2022, ce sont les nouvelles thématiques auxquelles, à mon avis, beaucoup d'encre va couler. Voilà, vous savez à peu près tout à ce stade-là. Il est temps de faire une forme de petite conclusion. Donc, puisqu'à mon avis, il est impératif en 2022 de comprendre qui et où vont se situer ces différentes batailles. Pour moi, la bataille de l'interopérabilité, elle va se jouer principalement entre Polkadot Cosmos et éventuellement le disrupteur Avalanche. Mais je veux plus que des promesses, je veux des trucs qui marchent. À ce niveau-là, pour moi, c'est vraiment la répartition habituelle que j'utilise dans un écosystème, c'est-à-dire qu'il y a des relations de prédation qui font qu'en général, la répartition des parts de marché vont vers un dominant majeur de l'écosystème qui a généralement l'antériorité, et j'ai plutôt envie de dire que c'est Cosmos qui gagne à ce niveau-là. Et en général, celui-ci récupérera plus de 60% des parts de marché. Les autres se distribueront le reste. Donc j'ai toujours tendance à penser que c'est dans l'écosystème Cosmos que la plus grande valeur et demande va se trouver.
Mais comme on l'a vu dans la vidéo sur Cosmos, capter cette valeur nécessitera une vraie intelligence bien au-delà de simplement acheter le jeton Atom et je vais devenir millionnaire. Hein, on l'a vu, ce sera très compliqué de réussir à capter la valeur à l'intérieur de cet écosystème parce que sa principale force, c'est l'intelligence de son interopérabilité. Mais évidemment, le principal trade-off ici est d'ordre du modèle économique. Le modèle économique Cosmos ne prélève pas de valeur. La valeur est réellement créée par le réseau lui-même. Autrement dit, il faut s'exposer aux différents participants de ce réseau pour capter une partie de la valeur. Et le modèle économique est en perpétuelle évolution. Bref, c'est très complexe à suivre, Cosmos, pour capter réellement la valeur à l'intérieur de ce truc-là. Mais je suis persuadé que c'est là-bas que la valeur va se créer de toute façon, puisque on suit toujours ce que j'appelle moi en anglais le path of least resistance. L'argent tend à aller là où il y a le moins de résistance. Donc, malheureusement, je pense que le problème centralisé de la gouvernance d'Avalanche va probablement constituer un énorme frein à l'adoption de ces subnets, de même que le principal problème de la centralisation du modèle Polkadot autour du jeton DOT va poser beaucoup de problèmes à l'adoption de son système d'interopérabilité. Comme c'est open bar chez Cosmos, je pense que c'est là qu'on ira. Par contre, pour capter cette valeur, eh bien, il va falloir être malin. Voilà un peu donc comment s'orchestre tout ça. Eh bien, il nous reste quoi? Ah bah tiens, on n'a pas parlé BNB, on n'a pas parlé Link pourtant. Bon, ben ça, c'est parce qu'on a dégrossi la plupart des demandes sur ces différents projets. Je vais les résumer ici pour qu'on en parle quand même. Pour moi, Link, de toute façon, quelle que soit la structuration de ces batailles entre Layer 1 et solution Layer 2 qui proposent de toute façon les mêmes équilibres relatifs entre scalabilité, décentralisation et sécurité, avec certains donc, qui externalisent la gouvernance comme on l'a vu. Et l'interopérabilité d'Ethereum va effectivement être une grande question au niveau de ces solutions de scalabilité horizontale. Les solutions d'interopérabilité de Solana via les bridges ou les bridges Avalanche vont être des thématiques extrêmement importantes de l'année 2022, mais reste encore déjà à résoudre le problème de la gouvernance chez Avalanche pour ma part. Je ne me pose pas de problème de gouvernance au niveau de Solana, puisqu'on l'a vu, le token supply est très bien distribué. Côté Polkadot, le modèle de gouvernance est assez décentralisé quant à la répartition du jeton Polkadot, mais attention à la centralisation du modèle économique. Chez Cosmos, tout est open bar, mais par contre, le principal problème, ça va être la captation donc, de cette valeur. Et les différentes batailles, donc, au niveau de l'interopérabilité et de la scalabilité, toujours donc sous ce prisme de gouvernance, et c'est là l'une des grosses batailles de 2022. On va parler de plus en plus de gouvernance. Pourquoi une partie des projets qui vont arriver en 2022 vont, à mon avis, se répartir entre Cosmos et Ethereum et les différentes options alternatives à Ethereum, mais que la principale bataille va être entre ces deux-là, et je ne sais pas lequel des deux va récupérer 60% et 30%, mais j'ai franchement tendance à penser qu'il va falloir surveiller ça de très très près. Parce que clairement, je vois ce même modèle économique de répartition, 60-30 avec un dominant et un qui récupère derrière les miettes, enfin les miettes, qui reste le second en ligne, ce sera basé sur le choix que sera fait en termes de modèle économique autour de la gouvernance, puisque Cosmos offre une gouvernance open bar. Maintenant, est-ce que la gouvernance va être un thème central de l'adoption du prochain cycle? Je ne sais pas. Si ce n'est pas le cas, eh bien clairement, si on ne veut pas une gouvernance pure et totale de sa blockchain, eh bien on aura un modèle économique à côté via Ethereum ou les Layer 1 pour déployer des smart contracts, asservi à, évidemment, la gouvernance de ces modèles. C'est bien de comprendre que si vous déployez un smart contract sur Ethereum, les modèles de gouvernance Ethereum, les changements de gouvernance du tokenomics Ethereum, vous seront imposés. De même que, évidemment, ce sera le cas pour les layers 1 alternatifs. Par contre, évidemment, chez Cosmos, personne ne vous imposera jamais rien puisque vous êtes donc votre propre blockchain souveraine. Donc, je me suis très curieux de voir comment cette bataille et ce déplacement des thématiques du trilemme vers un système à 5 parts va être traité en 2022. Et je peux vous le dire dès le début, il va falloir que vous raisonniez de plus en plus via ces deux nouvelles thématiques qui vont devenir centrales. Quelle est la gouvernance des projets et quelle est leur incapacité à l'interopérabilité? Voilà, vous savez tout maintenant sur l'écosystème crypto dans son état actuel, les thématiques principales qui nous attendent en 2022. J'espère que cette série vous aura plu. En tout cas, j'ai essayé de vous en faire comprendre le plus possible. C'est un écosystème passionnant, et Dieu sait que je pourrais parler des heures encore de ces trucs-là, mais au moins ici, je voulais rester le plus concis possible. Allez, ciao, ciao!